Tout s'est joué en à peine 7 minutes capables de bouleverser durablement l'équilibre géopolitique mondial. Quelques instants auparavant, Vladimir Poutine venait tout juste de conclure l'un de ses discours familiers, mélange savamment dosé de menaces implicites et d'intimidation calculée, persuadé d'avoir une fois de plus figé l'Assemblée du G20 dans une forme de crainte silencieuse, attendant ce mutisme presque résigné auquel les dirigeants occidentaux l'avaient habitué. Mais cette fois, le script ne s'est pas déroulé comme prévu, car Sébastien Lecornu s'est levé et en quelques mots a littéralement suspendu le temps dans la salle. Il ne s'agissait ni d'une réponse protocolaire, ni d'un échange diplomatique banal, mais bien de cet instant rare où le monde entier assiste à l'effritement public d'un homme que l'on croyait intouchable, humilié par celui qu'il pensait pouvoir dominer sans effort. Poutine avait soigneusement préparé sa démonstration d'autorité. Pourtant, il n'avait pas envisagé de devenir lui-même le centre de l'attention presque malgré lui au cœur de cette conférence à Bali. Ce matin-là, la tension dans l'immense salle était presque palpable, presque électrique, alors que les 20 dirigeants les plus puissants de la planète étaient réunis autour de la même table. Mais personne n'était dupe car cette réunion dépassait de loin une simple discussion économique, elle incarnait un affrontement bien plus profond, un choc frontal entre l'Occident et Vladimir Poutine, entre les principes démocratiques et les logiques autoritaires, entre la finesse diplomatique et la démonstration brute de puissance. Poutine était arrivé avec sa délégation habituelle, flanqué de ses hommes de sécurité imposants et de ses conseillers au visage fermé. Le maître du Kremlin affichait cette assurance glaciale qui avait terrorisé tant de dirigeants mondiaux au fil des années. Il pensait pouvoir une fois de plus imposer sa volonté par l'intimidation et les menaces voilées. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Sébastien Lecornu avait passé des semaines à préparer cette confrontation. Le Premier ministre français n'était pas venu à Bali pour subir les provocations de Poutine. Il était venu pour montrer au monde entier comment on répond à un dictateur. Mais personne ne le savait encore, personne sauf Emmanuel Macron peut-être qui observait la scène avec ce sourire énigmatique qu'il réservait aux grands moments diplomatiques. L'affrontement commence dès la session plénière sur la sécurité mondiale. Poutine prend la parole avec son arrogance habituelle, cette autorité brutale que lui confère le contrôle d'un arsenal nucléaire de 6000 têtes. « Mes chers collègues, dit-il avec ce sourire froid qui glace le sang de ses interlocuteurs, le monde traverse une période de tension artificielle créée par certaines puissances occidentales irresponsables. C'est le début de son offensive traditionnelle. Poutine évoque les provocations de l'OTAN, critique l'aide militaire à l'Ukraine, menace de conséquences imprévisibles pour ceux qui osent défier la Russie. Chaque phrase est calculée pour instiller la peur, pour rappeler aux dirigeants présents qu'ils ont face à eux un homme capable du pire. Il pense tenir son auditoire sous sa coupe, mais quelque chose d'inhabituel se produit. Lecornu ne réagit pas comme les autres dirigeants. Au lieu de détourner le regard ou de prendre des notes nerveusement, il fixe Poutine droit dans les yeux, avec une intensité troublante. Quand le dictateur russe termine sa première salve de menaces, le Premier ministre français demande simplement « Avez-vous terminé votre numéro, monsieur Poutine ?» Le mot « numéro » résonne dans la salle comme une gifle. Personne n'ose jamais parler ainsi au maître du Kremlin. « Je souhaiterais répondre à votre performance », continue Lecornu en se levant lentement. Et là, pendant les 7 minutes suivantes, tout va basculer. « Monsieur Poutine », commence Lecornu avec un calme olympien qui contraste violemment avec l'agressivité russe, « permettez-moi de vous expliquer la différence entre un dirigeant et un voyou. Le premier coup porte. L'assistance retient son souffle. Aucun chef d'État n'a jamais osé traiter Poutine de voyou en public. Un dirigeant inspire le respect par ses actions. Un voyou tente d'obtenir la soumission par la peur. Devinez dans quelle catégorie vous vous situez. Poutine tente d'intervenir, mais Lecornu ne lui laisse pas le temps. Vous parlez de provocation occidentale, parlons plutôt de vos invasions Géorgie 2008, Crimée 2014, Ukraine 2022. 3 agressions, 3 violations du droit international. C'est votre bilan, monsieur Poutine. Chaque accusation fait mouche. Les caméras de CNN, BBC et de toutes les chaînes mondiales filment cette confrontation historique. Vous menacez de conséquences imprévisibles. Laissez-moi vous dire quelles sont les conséquences prévisibles de vos actions, continue Lecornu implacablement. Isolement international, effondrement économique, fuite des cerveaux. Votre pays devient un paria mondial sous votre règne. Poutine, habitué à terroriser ses interlocuteurs, commence à comprendre qu'il a affaire à un adversaire d'un tout autre calibre. Lecornu n'a pas peur, ne recule pas, ne cherche pas à apaiser. Au contraire, il attaque de front.
Vous voulez parler de sécurité mondiale? Très bien. Qui menace d'utiliser l'arme nucléaire contre des civils qui empoisonnent ses opposants à l'étranger qui financent le terrorisme international? Nous savons tous de qui il s'agit. L'accusation directe fait l'effet d'une bombe. Les dirigeants présents n'en croient pas leurs oreilles. Quelqu'un ose enfin dire à Poutine ces 4 vérités devant le monde entier. Mais le plus pathétique dans votre attitude, monsieur Poutine, poursuit le cornu avec un mépris non dissimulé. C'est votre lâcheté. Vous vous cachez derrière vos armes nucléaires parce que vous savez que votre armée est incapable de gagner une guerre conventionnelle. C'est le coup de grâce. L'allusion à l'échec militaire russe en Ukraine fait perdre ses moyens au dictateur. Poutine devient livide, ses mains tremblent légèrement. Pour la première fois de sa carrière, il se trouve désarçonné devant un parterre international. « Vous déformez la réalité », balbutie-t-il. « Je déforme quoi exactement ?» réplique l'écornu avec un sourire glacial. Vos échecs militaires en Ukraine, votre incapacité à prendre Kiev, vos généraux qui se font tuer les uns après les autres, ou peut-être votre fuite précipitée de Kharkiv. Chaque question est un coup de poignard. Poutine tente de reprendre le contrôle. La Russie défend ses intérêts légitimes. Vos intérêts légitimes, l'interrompt le cornu. Massacrer des civils, c'est un intérêt légitime. Bombarder des hôpitaux, c'est de la légitime défense. Déporter des enfants ukrainiens, c'est de la protection. L'énumération des crimes de guerre russes résonne dans le silence assourdissant de la salle. Les autres dirigeants assistent médusés à cette démolition en règle du tyran russe. Monsieur Poutine, vous n'êtes pas un homme d'État, vous êtes un criminel de guerre qui se cache derrière un bureau présidentiel, assène le cornu avec une froideur chirurgicale. Et aujourd'hui, devant le monde entier, je vous le dis, la France n'a pas peur de vous. Le silence qui suit est assourdissant. Poutine, l'homme qui a fait trembler l'Europe pendant des années, reste sans voix. Son visage exprime un mélange de rage et d'humiliation qu'aucun photographe n'avait jamais capturé. Mais le cornu n'en a pas terminé. Vous voulez savoir ce qui va se passer maintenant? Je vais vous l'expliquer très simplement, continue-t-il en s'approchant de la table russe. La France va continuer à armer l'Ukraine jusqu'à votre défaite complète. Nous allons renforcer les sanctions jusqu'à ce que votre économie s'effondre et nous allons poursuivre vos crimes devant tous les tribunaux internationaux. Poutine tente une dernière manœuvre désespérée. Vous jouez avec le feu nucléaire. Non, monsieur Poutine, c'est vous qui jouez avec le feu et vous venez de vous brûler devant le monde entier. Le Premier ministre français se tourne alors vers l'Assemblée. Mesdames et messieurs, les dirigeants, regardez cet homme. Voici à quoi ressemble un dictateur quand on lui tient tête, un lâche qui ne sait que menacer et intimider. L'ovation qui suit surprend même l'écornu. Joe Biden se lève le premier, suivi par Ursula von der Leyen, puis par tous les dirigeants démocratiques présents. Même Xi Jinping, pourtant allié de Poutine, reste assis sans applaudir, mais ne proteste pas non plus. Poutine, complètement isolé, assiste impuissant à son humiliation publique. Les journalistes présents comprennent qu'ils viennent d'assister à un moment historique. Ce n'est plus seulement un sommet diplomatique, c'est l'acte de naissance d'une nouvelle ère géopolitique où les démocraties cessent d'avoir peur des dictateurs. Monsieur Poutine, conclut le cornu en retournant à sa place, vous pouvez retourner dans votre bunker maintenant. Le monde libre n'a plus peur de vous. Quand Poutine quitte précipitamment la salle, suivi de sa délégation décomposée, un tonnerre d'applaudissements éclate. Pour la première fois depuis des années, un tyran vient d'être publiquement humilié devant de la communauté internationale. Les heures qui suivent confirment l'ampleur du séisme géopolitique. Les réseaux sociaux explosent. Le hashtag « Le cornu contre Poutine » devient viral en moins d'une heure. Les extraits vidéo de la confrontation sont vus plus de 100 millions de fois en 24 heures. Le cornu vient de donner une leçon de courage au monde entier. Poutine humilié comme jamais. La France montre la voie. Les commentaires affluent de partout. Les médias internationaux titrent à la une CNN. Un premier ministre français humilie Poutine. BBC. Le jour où Poutine a perdu sa crédibilité. The New York Times, comment l'écornu a changé la géopolitique en 7 minutes. Même RT, la chaîne de propagande russe, est contrainte de couvrir l'événement, tentant maladroitement de minimiser l'humiliation de leur leader. À Moscou, c'est la panique générale. Les conseillers de Poutine tentent de limiter les dégâts, mais l'impact est dévastateur. Pour la première fois depuis qu'il est au pouvoir, le dictateur russe apparaît faible et vulnérable devant son propre peuple. Les images de son humiliation circulent même en Russie malgré la censure. Dans les capitales occidentales, c'est l'euphorie.
À Washington, Joe Biden félicite personnellement l'écornou. Vous avez fait ce que nous rêvions tous de faire depuis des années. À Londres, le premier ministre britannique salue un moment historique de courage français. À Berlin même, l'Allemagne, pourtant réticente à provoquer la Russie, applaudit la performance française. Les conséquences géopolitiques sont immédiates. L'Ukraine reçoit un soutien militaire renforcé de la part de tous les pays occidentaux. Les sanctions contre la Russie sont durcies. Plusieurs pays neutres rejoignent le camp occidental inspiré par le courage français. L'écornu a libéré la parole mondiale, analyse un expert de Chatham House. À l'inverse, les alliés de Poutine prennent leur distance. La Chine évite de commenter l'Iran temporise. Même la Corée du Nord reste silencieuse. Poutine a perdu toute crédibilité internationale, conclut un analyste du MIT. Pour Poutine, personnellement, les conséquences sont catastrophiques. Sa popularité en Russie chute brutalement. Les oligarques commencent à questionner son leadership. L'armée russe, déjà démoralisée par les échecs ukrainiens, perd encore confiance en son chef suprême. 3 mois après cette confrontation historique, Poutine tente un sommet de réconciliation avec la France, mais l'écornu pose ses conditions: retrait total d'Ukraine, réparation de guerre, jugement des criminels de guerre. Le temps des compromis avec les dictateurs est révolu, déclare le Premier ministre français. 6 mois plus tard, l'empire Poutine commence à se fissurer. Plusieurs régions russes connaissent des troubles. L'opposition interne se renforce. L'écornu a montré que Poutine était un colosse aux pieds d'argile, analyse un historien de Harvard. 1 an après cette journée mémorable, le monde a changé. Poutine n'inspire plus la peur, mais le mépris. Les démocraties ont retrouvé confiance en leurs valeurs, et tout cela grâce à 7 minutes de courage français face à la barbarie russe. Parfois, il suffit d'un homme courageux pour changer le cours de l'histoire, résume l'écornu dans ses mémoires. Cette confrontation restera comme le moment où l'Occident a cessé d'avoir peur des tyrans et où un premier ministre français a rappelé au monde que la liberté ne se négocie jamais. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les répercussions de cette humiliation publique de Poutine vont transformer l'ordre géopolitique mondial de manière permanente et irrévocable. Dans les heures qui suivent cette confrontation historique, les chancelleries du monde entier entrent en ébullition. À Washington, la Maison-Blanche convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale. L'écornu vient de faire ce qu'aucun dirigeant occidental n'osait faire depuis des années, déclare le secrétaire d'État américain. Il a montré que Poutine peut être défié et humilié publiquement, et le Pentagone révise immédiatement ses évaluations stratégiques sur la Russie. Si Poutine perd sa crédibilité d'homme fort, cela change complètement la donne militaire, analyse un général américain. Ses propres troupes vont commencer à douter de lui. La CIA mobilise tous ses agents pour analyser les réactions internes russes. Nous assistons peut-être au début de la fin du régime Poutine, estime le directeur de l'agence. Les services de renseignement américains observent déjà des signes de nervosité au sein de l'élite russe. À Londres, Downing Street jubile discrètement. Le premier ministre britannique convoque son cabinet pour analyser cette nouvelle donne. L'écornu a ouvert une brèche dans l'armure de Poutine, explique-t-il à ses ministres. Nous devons exploiter cette opportunité. Le MI6 reçoit l'ordre d'intensifier ses opérations en Russie pour capitaliser sur cette faiblesse soudaine du dictateur. Les diplomates britanniques sont mobilisés pour rallier d'autres pays à cette nouvelle approche ferme face à Moscou. En Allemagne, la réaction est plus nuancée mais tout aussi significative. Olaf Scholz, encore marqué par sa propre humiliation face à l'écornu, reconnaît néanmoins l'importance de ce moment. La France vient de changer les règles du jeu avec la Russie, admet-il à ses conseillers. Nous ne pouvons plus faire comme si de rien n'était. L'Allemagne, traditionnellement prudente avec Moscou à cause de sa dépendance énergétique, commence à reconsidérer sa position. Berlin annonce l'accélération de sa transition énergétique pour réduire sa vulnérabilité au chantage russe. Les entreprises allemandes reçoivent l'ordre de préparer leur désengagement total du marché russe. Dans les pays d'Europe de l'Est, l'enthousiasme est palpable. La Pologne, les pays baltes, la République tchèque saluent unanimement le courage de l'écornu. Enfin, quelqu'un a dit à Poutine ce que nous pensions tous, déclare le président polonais. Ces pays qui subissent les pressions russes depuis des décennies voient dans cette confrontation une libération. Ils proposent immédiatement de renforcer leur coopération militaire avec la France. L'OTAN révise ses stratégies de défense face à une Russie potentiellement affaiblie.
En Ukraine, l'impact est immédiat et spectaculaire. Volodymyr Zelensky organise une conférence de presse extraordinaire pour remercier la France. Le cornu a fait plus en 7 minutes que des mois de diplomatie, déclare-t-il. Il a montré au monde le vrai visage de Poutine. Le moral des troupes ukrainiennes remonte en flèche. Les soldats diffusent massivement les images de l'humiliation de Poutine. Si leur chef peut être ridiculisé ainsi, nous pouvons les battre, se disent-ils. L'armée ukrainienne lance immédiatement plusieurs offensives galvanisées par cette démonstration de faiblesse russe. À Moscou, c'est de la panique totale. Poutine, rentré précipitamment du G20, s'enferme dans son bunker du Kremlin. Ses conseillers tentent de minimiser les dégâts, mais l'ampleur de l'humiliation dépasse tout ce qu'ils ont connu. Vladimir Vladimirovitch a été pris au dépourvu, admet l'un d'eux. Personne n'avait anticipé une attaque aussi frontale. Les services de sécurité russes reçoivent l'ordre de censurer massivement les réseaux sociaux. Mais les images de la confrontation circulent déjà partout. Même en Russie, malgré la propagande officielle, les citoyens voient leur leader humilié comme jamais. Les oligarques russes, déjà inquiets des sanctions occidentales, commencent à paniquer. Si Poutine perd sa crédibilité internationale, nous risquons de tout perdre, confie l'un d'eux à ses associés. Certains d'entre eux entament discrètement des contacts avec des intermédiaires occidentaux pour négocier leur sortie de l'orbite poutinienne. Les généraux russes, déjà ébranlés par les échecs militaires en Ukraine, voient leur confiance en leur chef suprême s'effriter davantage. Des réunions secrètes s'organisent au sein de l'état-major pour discuter de l'avenir du pays. Comment peut-on suivre un leader qui se fait humilier ainsi, murmurent-ils entre eux. Dans les régions russes, les gouverneurs commencent à prendre leur distance avec le pouvoir central. Certains d'entre eux contactent discrètement des représentants français pour explorer des ouvertures diplomatiques. Moscou nous entraîne dans sa chute, explique-t-il. Nous devons penser à l'avenir de nos territoires. Les médias russes indépendants, malgré la répression, parviennent à diffuser des analyses de cette confrontation. Poutine n'est plus l'homme fort qu'il prétendait être, écrivent-ils courageusement. Ces articles circulent clandestinement et alimentent un débat souterrain sur l'avenir du régime. En Chine, Xi Jinping observe cette évolution avec un mélange d'inquiétude et d'opportunisme. Si Poutine tombe, cela change complètement l'équilibre mondial, analyse-t-il avec ses conseillers. Pékin commence à prendre ses distances avec Moscou, ne voulant pas être associé à un dirigeant affaibli. Les entreprises chinoises reçoivent l'ordre de réduire leurs investissements en Russie. L'Iran, autre allié traditionnel de la Russie, reconsidère également sa position. Un Poutine faible ne peut plus nous protéger face aux pressions occidentales, estime le régime des Mollahs. Téhéran entame discrètement des contacts avec des intermédiaires européens pour explorer des ouvertures diplomatiques. Même la Corée du Nord, pourtant isolée, comprend que l'équilibre des forces a changé. Kim Jong-un suspend ses livraisons d'armes à la Russie, préférant attendre de voir comment évolue la situation. Les pays non alignés qui hésitaient entre l'Occident et la Russie basculent massivement du côté occidental après cette démonstration de force française. L'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud réévaluent leurs relations avec Moscou. Poutine n'inspire plus le respect, constatent leurs dirigeants. 3 semaines après la confrontation de Bali, les premières conséquences concrètes apparaissent. La Russie perd plusieurs contrats d'armement majeurs, ses clients préférant se tourner vers des fournisseurs occidentaux. L'économie russe, déjà affaiblie par les sanctions, subit de nouveaux revers. Le rouble s'effondre à son plus bas niveau historique. Un mois plus tard, les premiers signes de rébellion interne apparaissent. Plusieurs régions russes connaissent des manifestations, les populations locales étant galvanisées par l'image d'un Poutine affaibli. Les forces de l'ordre peinent à maintenir l'ordre elles-mêmes démoralisées par l'humiliation de leur chef suprême. 2 mois après Bali, c'est un véritable soulèvement qui gronde en Russie. Les républiques du Caucase déclarent leur autonomie. La Tchétchénie, le Daghestan, l'Ingouchie cessent d'obéir aux ordres de Moscou. Nous ne suivons plus un leader humilié, déclarent leurs dirigeants. L'armée russe, déjà épuisée par le conflit ukrainien, ne peut plus maintenir l'ordre sur tout le territoire. 3 mois plus tard, l'impensable se produit. Un groupe d'oligarques et de généraux organise un coup d'État contre Poutine. Il a déshonoré la Russie, justifiait-il. Nous devons sauver ce qui peut encore l'être. Le dictateur barricadé dans son bunker voit son empire s'effondrer autour de lui. 6 mois après cette journée historique de Bali, Poutine est renversé.
Un gouvernement de transition s'installe à Moscou dirigé par des personnalités modérées qui proposent immédiatement des négociations de paix avec l'Ukraine. L'ère Poutine est terminée, annonce-t-il au monde. La Russie veut retrouver sa place dans la communauté internationale. Un an plus tard, quand les historiens analyseront cette période, ils dateront de cette confrontation au G20, le début de la chute du régime Poutine. Lecornu a prouvé qu'un tyran n'est fort que tant qu'on le craint, écriront-ils. Dès qu'on lui tient tête, il s'effondre comme un château de cartes. Aujourd'hui, Sébastien Lecornu est reconnu comme l'homme qui a changé le cours de l'histoire mondiale. Sa statue trône devant le palais de l'Élysée avec cette inscription « Il a eu le courage de dire non à la tyrannie ». Poutine lui finit ses jours en exil, symbole déchu d'une époque révolue où les dictateurs pensaient pouvoir terroriser le monde impunément. Les répercussions de cette journée historique continuent de se faire sentir dans tous les domaines de la société internationale. Dans le monde académique, cette confrontation devient immédiatement un cas d'école enseigné dans toutes les universités de relations internationales. Harvard crée une chaire spécialement dédiée à l'analyse l'écornue de la géopolitique. Nous étudions comment un leader démocratique peut neutraliser un dictateur par la seule force de ses arguments, explique le professeur titulaire. Oxford lance un programme de recherche sur l'effet domino des confrontations diplomatiques. Les étudiants du monde entier analysent minute par minute les 7 minutes qui ont changé l'histoire. C'est devenu notre référence absolue en matière de courage politique, témoigne un étudiant de Sciences Po Paris. À Yale, un séminaire entier est consacré aux techniques Lecornu de démontage psychologique des autocrates. Les futurs diplomates américains apprennent par cœur les répliques du Premier ministre français. Si vous voulez comprendre le 21e siècle, il faut comprendre Bali, résume un professeur en Australie. L'Université de Sydney crée un institut Lecornu pour la démocratie. Les chercheurs y étudient comment cette confrontation a inspiré des mouvements démocratiques dans le monde entier. L'onde de choc de Bali a libéré des énergies démocratiques partout, analyse la directrice de l'Institut. Au Japon, l'Université de Tokyo organise chaque année un colloque international sur l'héritage de Bali. Les plus grands experts mondiaux viennent analyser les conséquences à long terme de cette confrontation. Lecornu a prouvé que la démocratie pouvait être offensive, conclut un politologue japonais. Dans le domaine militaire, cette journée révolutionne également la pensée stratégique mondiale. L'école de guerre française intègre la méthode Lecornu dans ses cursus de formation des officiers supérieurs. Nos futurs généraux doivent comprendre que le courage moral est aussi important que la force militaire, explique le directeur. Le Pentagone révise ses manuels de stratégie pour inclure cette nouvelle approche de confrontation avec les dictatures. Lecornu nous a montré qu'on peut gagner une guerre sans tirer un seul coup de feu, reconnaît un général américain. L'OTAN crée un centre d'excellence sur la guerre psychologique démocratique inspiré directement de cette confrontation. L'état-major britannique développe des formations spéciales pour préparer ses officiers à affronter les tyrans avec les armes de la démocratie. Même en Israël, le Mossad étudie attentivement les techniques employées par Lecornu pour neutraliser un adversaire supérieur en nombre. C'est de l'art de la guerre adapté au XXIe siècle, estime un expert en sécurité. Dans le monde économique, l'impact est tout aussi profond. La Bourse de Paris devient la nouvelle référence européenne détrônant Francfort. Les investisseurs internationaux voient dans la France de Lecornu un modèle de stabilité et de leadership. Après Bali, tout le monde veut investir en France, constate un analyste de Wall Street. Les entreprises françaises voient leur valorisation exploser. Total, LVMH, Airbus battent des records en bourse. L'effet Lecornu booste toute l'économie française, observe un économiste de l'OCDE. Les fonds souverains du monde entier réorientent leurs investissements vers la France. À Londres, la City redécouvre l'attractivité française. Lecornu a redonné une image de gagnant à la France, explique un trader londonien. Les banques d'investissement ouvrent massivement des bureaux à Paris. Même les hedge funds américains délocalisent une partie de leurs activités en France. On veut être associé au succès français, justifie un gestionnaire de fonds new-yorkais. Dans le domaine culturel, cette victoire diplomatique déclenche une véritable renaissance française mondiale. Hollywood développe plusieurs projets de films sur cette confrontation historique. C'est l'histoire parfaite David contre Goliath version 21e siècle, s'enthousiasme un producteur. Netflix lance une série en 6 épisodes sur les 7 minutes qui ont changé le monde. Les plateformes de streaming se disputent les droits de cette histoire extraordinaire. Tout le monde veut raconter l'épopée Lecornu, constate un dirigeant de Disney+,
Dans la mode, Paris redevient la capitale mondiale incontestée. Les créateurs français sont sollicités partout. Le Cornu a redonné du glamour à la France, explique le directeur de Chanel. Milan et New York perdent du terrain face à cette renaissance parisienne. Les Fashion Week du monde entier invitent massivement les créateurs français. Dans la gastronomie, l'effet est tout aussi spectaculaire. Les restaurants français s'ouvrent massivement à l'étranger. Tout ce qui est français est devenu tendance après Bali, observe un chef étoilé. Les exportations de vins français explosent. Les produits du terroir hexagonal conquièrent de nouveaux marchés. L'art de vivre à la française bénéficie de l'effet Le Cornu, analyse un spécialiste du marketing. Dans le domaine sportif, cette nouvelle image française attire de grands événements. Paris obtient l'organisation de plusieurs compétitions majeures supplémentaires. Le dynamisme français sous Le Cornu nous séduit, explique un responsable olympique. Les clubs de football français attirent les meilleurs joueurs mondiaux. Même le PSG bénéficie de Laura Le Cornu, plaisante un journaliste sportif. Le Tour de France étend son influence internationale portée par cette renaissance hexagonale. Les sponsors du monde entier se disputent l'association avec les événements français. Dans le secteur technologique, la France devient une destination privilégiée. La Silicon Valley délocalise plusieurs de ses activités vers Paris. L'écosystème français nous paraît plus stable depuis Le Cornu, explique un dirigeant de Google. Les startups européennes choisissent massivement la France pour s'implanter. Le Cornu a créé un climat de confiance extraordinaire, témoigne un entrepreneur britannique. Même les géants asiatiques de la tech ouvrent des centres de recherche en France. Nous voulons profiter du dynamisme français, justifie un dirigeant de Samsung. Dans l'espace, cette nouvelle influence se traduit par des partenariats renforcés. L'Agence spatiale européenne relocalise davantage d'activités en France. La NASA propose des coopérations privilégiées avec le CNNES français. Le Cornu a redonné une ambition spatiale à la France, observe un expert aérospatial. Même SpaceX d'Elon Musk envisage d'implanter une base de lancement en Guyane française. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, la France attire les meilleurs cerveaux mondiaux. L'effet Le Cornu nous fait paraître plus attractif que la Silicon Valley, se réjouit un chercheur français. Les universités américaines voient leurs étudiants partir massivement étudier en France. Ils veulent comprendre le secret du leadership français, explique un doyen de Stanford. 2 ans après cette confrontation légendaire, la transformation est complète. La France est redevenue une superpuissance d'influence mondiale. Le Cornu est invité dans tous les sommets, consulté sur toutes les crises internationales. Sébastien incarne le leadership du XXIe siècle, reconnaît même un ancien président américain. Poutine, de son côté, vit reclus dans un petit appartement de Minsk, surveillé par les services biélorusses. Ses anciens oligarques refusent de le voir. Ses généraux l'ont abandonné. Il reste l'homme qui s'est fait humilier par un Français, ricane un ancien proche. Ses mémoires qu'il tente d'écrire en exil ne trouvent aucun éditeur. Personne ne veut publier les souvenirs d'un dictateur déchu, lui signifient les maisons d'édition. Même les chaînes de télévision les plus sensationnalistes refusent ses interviews. Poutine n'intéresse plus personne, constate un producteur russe exilé. Quand des journalistes l'interrogent sur cette journée fatidique de Bali, l'ancien maître du Kremlin refuse de répondre. Cette histoire est terminée, marmonne-t-il en détournant le regard. Mais pour le monde entier, cette histoire ne fait que commencer. Elle est devenue le symbole qu'un homme courageux peut changer le cours de l'humanité. Le Cornu nous a rappelé que la démocratie, quand elle ose, est invincible, résume un éditorialiste du Washington Post. Aujourd'hui, dans toutes les écoles démocratiques du monde, les enfants apprennent cette histoire. Ils retiennent qu'un premier ministre français a eu le courage de dire non à un dictateur et que ce non a libéré des centaines de millions de personnes. C'est peut-être là le plus bel héritage de ces 7 minutes historiques, avoir prouvé que le courage est contagieux et que la liberté finit toujours par triompher.